Sunday Night Production. L'épopée du crack, Lenny Martinez en maillot rouge, les watts de Caden Grove sur les sprints et les explications entre Remco et la Jumbo. C'est parti pour l'actu full gaz pour ne rien rater à ce qu'il se passe dans le monde du vélo. L'actu full gaz, retrouvez toute l'actualité du cyclisme avec la tête dans le guidon. Salut les amis, resserrez vos chaussures, rentrez les épaules et gardez la tête dans le guidon. Bienvenue dans le podcast L'actu full gaz présenté par LTDG depuis les saisies. Grégorito, on a beaucoup de choses à dire, je te propose qu'on parte directement sur les résultats en 2 spi. En plus, on commence par une bonne nouvelle. Et oui, puisque Valentin Madouas vient de remporter la Bretagne Classic, une course UCI World Tour devant Mathieu Burgodeau, doublé français en Bretagne. Ouais, deux petites infos à noter que c'est la première victoire en World Tour pour Valentin Madouas et la première victoire aussi avec le maillot bleu-blanc-rouge de champion de France. Mais il y avait aussi du lourd, il y avait une grosse start list. Et oui, il y avait une très belle start list parce qu'il y avait même Mathieu Van Der Poel, c'était sa première course avec le maillot arc-en-ciel de champion du monde en UCI World Tour. Ouais, super content pour Valentin, bravo à toi, le tracteur breton, vraiment félicitations. Mais bon, la grande course de cette semaine, c'était la Vuelta, Grégoire, t'es d'accord? Et on a eu du beau spectacle. On a eu du beau spectacle, on a eu des maillots rouges pour des Français, on a eu une victoire française, on a vu déjà des beaux duels entre les favoris. Et il y a pas mal de choses à dire, on fait un petit récap des résultats? Ouais, là on est dans les résultats en 2 speed, donc on va vous donner les résultats pêle-mêle et après on passera dans le focus et on va débattre un peu. On vous avait laissé la semaine dernière à la 3ème étape et du coup c'est Evenepoel qui s'est imposé devant Vingegaard et Ayuso. C'était une arrivée en Andorre et ça a été un sprint au sommet. Remco il était incroyable et c'est là la fois où il a chuté après en renversant une spectatrice. Ouais, je me rappelle, il y avait vraiment l'armada de la Jumbo à l'arrivée et j'ai trouvé ça magnifique que ce soit Evenepoel qui gagne au sprint. Ça prouve encore qu'il a bien bossé son finish et sa giclette et félicitations à lui. Sur la 4ème étape, on retrouvait une explication pour les sprinters et on a rapidement compris qui était le meilleur sprinter de cette Vuelta. Ouais, bah clairement c'était Caden Groves et il est venu remporter d'ailleurs l'étape 4 et l'étape 5 à l'affilée. La première étape il la remporte dans un sprint avec pas mal de chutes dans le final. Et la deuxième étape, donc l'étape 5, quand il remporte au sprint devant Filippo Ganna et Dries Van Gestel. Et là on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un très très gros plateau de sprinters parce que Ganna il a failli faire la surprise. Ouais, à noter quand même que Brian Cocard, le sprinter de la Cofidis, qui était notre meilleure chance française de victoire sur les sprints massifs, a dû abandonner après sa chute sur l'étape 4 justement dans le final. Et moi vraiment grosse prestation de Ganna sur son sprint sur la 5ème étape, il m'a impressionné parce qu'il était pas loin de prendre le final à Groves. Ouais, bah il est parti de loin, tu sais, en survitesse parce que lui il fait plutôt de la poursuite individuelle, il peut mettre des gros watts pendant quand même un petit moment. Donc il a essayé de lancer loin, passer avec la vitesse et au final ça joue pas à un vélo, ça joue à une demi-roue. Donc le rouleur italien, on a vu que c'était aussi un grimpeur en montagne quand il gagne son étape sur le Giro. Et bah maintenant c'est peut-être un sprinter. Il est impressionnant ce mec. Oui, ouais, il sait tout faire, et puis après il y a l'étape 6 qui est, je pense pour moi la plus belle étape de ce Giro. Et on est de cette Vuelta, pardon, excusez-moi, on est en Espagne, excuse-moi Grégoire. De cette Vuelta avec un festival bleu-blanc-rouge puisque Lenny Martinez et Romain Bardet prennent la 2ème et la 3ème place. Derrière, malheureusement, l'armada de la Jumbo. Sepp Kuss tout simplement. Ouais. Excusez-moi, je sais pas pourquoi je dis Jumbo à chaque fois. C'était à force d'être en Colombie, en Espagne. Vous savez, je suis parti là-bas et il dit Jumbo et depuis je dis Jumbo, mais de Jumbo, c'est bien Jumbo le nom de l'équipe. Excusez-moi. C'est la Jumbo Visma, ouais. Ouais, ils ont une grosse équipe. On va le voir un peu plus tard avec les résultats, mais là, c'était une étape où il y a eu une grosse échappée. Sepp Kuss est parti devant et dans la montée finale, il a réussi à lâcher tout le monde. Sauf Martinez et Bardet qui sont quand même un peu accrochés derrière. Finalement Kuss il était facile et même eu le temps de célébrer, d'aller taper la main du public. Il remporte cette étape. Mais Lenny Martinez derrière, en s'accrochant avec Romain Bardet, prend le maillot rouge pour 8 petites secondes devant l'américain. A noter le beau travail de Bardet qui a emmené Martinez pour gratter quelques secondes. Franchement une belle entente entre les Français. Enfin, ouais, on sait ce qu'il a dit après. Une belle entente, mais au final, dans le dernier kilomètre, Romain Bardet il a pas compris pourquoi Lenny Martinez l'avait sprinté alors que Romain avait roulé pour lui. Ouais, c'était un peu bizarre. Je pense que Lenny il était un peu stressé, quoi. Il aurait pu choper le maillot, il a tout donné et du coup, bah Romain Bardet il a pas compris, mais il lui en voulait pas, il allait le féliciter à l'arrivée. C'est la jeunesse et Martinez il avait un maillot rouge à prendre et à noter qu'il devient le plus jeune porteur du maillot rouge de leader de la Vuelta. Donc ça c'est vraiment magnifique. C'est Gotest. Et sur l'étape 7 on n'avait pas fini de voir les Français à l'avant puisque Geoffrey Soupe a fait juste une prestation spectaculaire dans le final. Il est venu remporter cette étape en lançant son sprint de 3 km. Non, il a lancé très loin à la sortie d'un virage. Il y avait un virage à 700 mètres de l'arrivée. Il a choisi de le prendre à l'intérieur. Il explique très bien d'ailleurs dans son interview. Il choisit de le prendre à l'intérieur pour ressortir du village. Ressortir du village. Pour ressortir du virage avec beaucoup plus de vitesse. Et après une fois qu'il est devant, genre à 500 mètres,
Il fait vas-y, je donne tout. Il disait je suis surpris, il y a personne qui me double. Au final, c'était chaud sur la ligne avec le petit sprinter de la Cara Rural à Olar. Et merci Geoffrey pour tes conseils que tu nous as donnés début du mois d'août pour avoir de la barbe. Bon, on a toujours pas de barbe, mais dès qu'on en a, on les applique, c'est promis. Ensuite, allez voir la vidéo pour la référence. Allez voir sur nos comptes Instagram, LTDG Cycling et TikTok. Allez voir ces vidéos, c'était assez marrant. Un gars super sympa et super content de le voir gagner en World Tour, lui le poisson pilote. Mais on aura le temps d'y revenir dans le focus, comme vous savez. On passe au résultat du week-end, Grégoire, avec Roglic qui vient égaliser face à Remco. Ouais, Roglic qui s'impose face à Remco sur la 8ème étape, encore une arrivée au sommet. Une arrivée au sommet qui verra aussi le petit craquage de Lenny Martinez, pas énorme, il perd une minute, mais il perd son maillot rouge au profit de Sepp Kuss. Là on aura vu 2 armadas, on y reviendra dans le focus, mais ouais, c'est une étape qui en a beaucoup dit pour la suite de la course au maillot rouge. Et là, aujourd'hui, nous on est dimanche, vous allez l'écouter à partir de lundi, mais nous on est bien dimanche. Aujourd'hui, c'est Lennart Kamna qui est venu écrire son nom dans l'histoire en s'imposant aujourd'hui sur une étape qui était raccourcie de 2 km. Les temps ont été gelés au sommet pour pas prendre de risque dans la petite descente avant le sommet. Et Kamna a noté qu'en remportant cette étape, il vient remporter une étape sur chaque grand tour, et c'est le 106e coureur à réaliser cet exploit, à gagner sur le Tour de France, sur le Giro et sur la Volta. Et le dernier, c'était Mats Pedersen déjà cette année au Giro. Voilà, félicitations à toi Lennart, tu gagnes devant Sobrero et Hamilton dans l'échappée. Derrière, statut quasiment co dans les favoris. Roglic a attaqué, on a vu déjà des petits moments de faiblesse de Vingegaard, mais on aura le temps d'en reparler dans le focus. Je te propose qu'on passe au classement des maillots distinctifs rapidement. Pour l'instant, le meilleur grimpeur c'est Sepulveda qui a 21 points, mais Remco il est juste derrière avec 20 points. Meilleur grimpeur, t'as pas précisé que c'était le maillot du meilleur grimpeur. Meilleur grimpeur, ouais, le maillot blanc à pois bleu. Et Jesus Herrada est 3ème à 12 points. Donc on verra peut-être le coureur de la Cofidis aller jouer ce maillot contre Sepulveda. Même si bon, s'il y a que des arrivées au sommet, on sait que généralement ça peut... Ça va jouer entre les leaders. Là, Evenepoel est déjà à 1 point de Sepulveda, donc franchement... je pense que les favoris, ça sera pour eux cette année. Derrière, au meilleur sprinter, Caden Groves, on a remporté 2 sprints et largement devant à 158 points devant Van Dramé 66 points et Marc Soler. Pour vous dire que je pense que c'est pas trop disputé. On a compris qu'il allait le ramener à la maison s'il chutait pas. Chez les jeunes, Lenny Martinez a perdu le maillot rouge de leader, mais il garde le maillot blanc parce qu'il reste devant Nico. Evenepoel et Ayuso, c'est quand même incroyable. C'est incroyable et on espère qu'il va le rester longtemps. Ouais, j'espère qu'il peut le garder. On verra déjà au chrono demain, mardi. Le chrono de mardi, on verra ce qu'il peut faire. Mais moi j'ai déjà si Lenny Martinez ramène le maillot blanc à Barcelone, c'est qu'il aura le maillot rouge. Donc j'espère qu'il va le garder le plus longtemps possible. Ouais, parce que je pense s'il bat Remco, je pense que Remco s'il fait plus loin que 2 c'est chaud. Mais ça va être compliqué quand même. Voilà. Ensuite on passe au classement général. Du coup actuellement au classement général c'est notre ami Sepp Kuss, lui l'équipier modèle qui est devant Marc Soler 2ème et Lenny Martinez 3ème, qui s'en suivent les leaders Remco Evenepoel et Mikel Landa, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Enric Mas, Juan Ayuso qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Et aujourd'hui Joao Almeida est rentré dans le top 10. Donc voilà. Ouais, il a attaqué un peu, j'ai vu aujourd'hui. On voit les forces en présence, mais je pense que le podium va complètement exploser d'ici la fin du Giro, la Volta, pardon. À noter que Mikel Landa là, est en 5ème position derrière Remco, mais qu'il a récupéré du temps au profit de la grosse échappée fleuve qui a vu Kuss gagner et Lenny Martinez prendre le maillot rouge. Donc je sais pas si on peut le mettre vraiment avec les leaders, mais en tout cas il est là, il est encore parmi les gros leaders, il est encore derrière Remco. Ouais, non, il faut le laisser là. Moi, je pense qu'il va finir dans le top 10. Je vous propose qu'on passe au focus de la Volta et qu'on débatte un peu de cette semaine qui était riche en émotions. C'est parti ? Ouais, let's go. Du coup on a fait plusieurs points sur cette première semaine de la Volta. On a déjà parlé un peu dans les résultats. Grégoire, moi j'ai plusieurs points à aborder. Le premier point c'est la Jumbo et la UAE. Ce sont les grosses équipes, les forces en présence. On a vu l'équipe de Remco qui était beaucoup moins forte sur le papier. On a vu des finales, je pense que c'était samedi, ça arrive au final, ils sont 8. Il y a 3 Jumbo et 3 UAE. T'en penses quoi ? Est-ce que Remco il peut gagner malgré le fait qu'il est moins d'équipiers, parce qu'on a vu des tactiques aussi de la Jumbo extrêmement bien quand ils envoient Sepp Kuss attaquer en Andorre, même si ça va rien donner. Là ils ont le maillot rouge avec Sepp Kuss et mine de rien on fait Sepp Kuss il gagnera pas et tout, mais moi Sepp Kuss je vous dis il a le niveau pour gagner un grand tour. Ouais. Après, j'ose espérer que Sepp Kuss va taper la tête en 3ème semaine vu qu'il a quand même déjà fait le Giro et la Volta. Après, mais c'est les seules courses qu'il fait. Ouais. C'est les seules courses qu'il fait dans l'année. Il a pas fait le Dauphiné aussi ? Ouais, peut-être pas, je sais pas, faut vérifier. Vous nous direz. Hein. mais oui, d'accord, mais quand même 3 grands tours, c'est hyper éprouvant. Donc on verra.
En tout cas, ouais, c'est clair que la jumbo là, avec Roglic, Vingegaard et Kuss, ça paraît très très solide. Et puis tout ce qu'il y a derrière aussi, hein, des Valter, des Kreuzweig, ça va très très fort. Donc, euh, donc voilà, et du côté de la UAE, on a le trio Almeida, Marc Soler qui est deuxième, hein, surprenant comme d'habitude, et il est encore deuxième grâce à son échappée. Et il y a aussi du coup Juan Ayuso qui est très fort, qui attaque et qui veut clairement chercher une victoire cette année, qui est très très offensif. J'adore. Et après, il y a Remco, ouais, Remco et Mas, en fait, les deux, je les mets dans le même panier parce que sur le groupe, ils étaient tous les deux seuls dans le groupe de 8 hier. Bah, ils sont un peu en retrait, ils sont en retrait, ils sont là, pas en retrait parce que du coup la tactique de Remco face à ces armadas c'est de dire bah écoute, c'est moi qui vais les asphyxier tous et les équipiers vont servir à rien parce que je vais rouler à bloc devant et ça va être vraiment à la jambe. Ouais, on l'a vu d'ailleurs dans le groupe de 8. Donc on parle de cette étape du groupe de 8 parce que pour nous c'est vraiment c'était les 8 hommes forts du général pour le classement général qui étaient là. Et c'est la première étape où on a vu un si petit groupe se détacher. Donc c'est vrai que là on a vu Remco rouler comme il sait le bien faire. Il se met devant, il se met son tempo, il roule à bloc et qui même me suivent. Et bon, il perd à la fin en sprint contre Roglic, mais il était pas loin de gagner. D'ailleurs, on l'a vu un peu rouspéter. Bah en fait, à cette étape, Remco dans les 7 derniers kilomètres, du coup il dit bah vas-y, je suis tout seul face à 3 UAE et 3 Jumbo, vas-y je vais mettre devant, je vais rouler, au moins je vais asphyxier tout le monde, j'ai plus d'équipier, il le fait. Et à l'arrivée, le sprint, il le lance tard où il reste dans la roue de Roglic et il lance pas le sprint. Et en fait, il y a eu des mauvaises informations, il a dit en interview après à Eurosport et à la RTBF notamment. Il dit bah j'entendais pas trop le signal, je savais pas trop où était l'arrivée. Il dit qu'il a eu honte d'avoir fait ça parce que du coup il savait pas où était la ligne et qu'il était vraiment dégoûté de pas avoir gagné parce qu'on le sent en vrai qu'il est facile dans la roue de Roglic. Et moi à un moment j'ai cru qu'on voit son explosivité en ce moment. Ouais, déjà il y a ça. Moi je pensais qu'il allait déboîter. Moi je me dis il va déboîter, il va déboîter. Il suivait juste Roglic dans la roue. Et en fait je pense qu'il y a une erreur de communication à cause de la mauvaise transmission radio, je sais pas, mais c'est un peu dommage. Il a dit que c'était à cause du public qu'il avait pas entendu les explications radio. Il a dit qu'on avait dû lui dire mais qu'il n'avait pas pu entendre à cause du public. Tant mieux, ça veut dire que le vélo devient de plus en plus populaire et qu'il y a de plus en plus d'ambiance. Moi je propose qu'on se mouille maintenant qu'on a toutes ces données là. Antoine, est-ce que tu penses que Remco il va pouvoir un peu contrarier ses armadas et voire même aller gagner la Volta un peu seul contre tous, ou alors qu'il va faire un peu comme Pogacar et qu'il va exploser, sachant que là la technique qu'il a c'est totalement différent de Pogacar. Bah, on va pas se mentir. Moi, au début de la Volta, je l'avais dit d'ailleurs, mon favori était Roglic, Primoz Roglic. Et d'ailleurs, j'en suis content parce qu'on voit que Roglic est mieux que Vingegaard. Par exemple, sur la journée d'aujourd'hui, il attaque dans le final. Vingegaard ne suit pas. Bon, il prend pas un tir, Vingegaard. Non, il doit prendre peut-être 2 secondes. Je suis pas allé voir. Mais Roglic semble plus en jambes que Vingegaard. Et encore aujourd'hui, il termine devant Remco. Bon, c'est anecdotique parce qu'il jouait quoi, une 9ème place, je crois. Mais bon, voilà, à noter ça. Mais honnêtement, Remco m'impressionne. Parce que Remco, je le voyais pas à ce niveau-là dans les ascensions. Je le voyais exploser face à un Vingegaard ou même face à un Roglic. Comme on l'a vu un peu sur le Tour d'Andalousie ou de Catalogne cette année, je sais plus. Catalogne. Tour de Catalogne face à Roglic, où Roglic avait même laissé la victoire à Remco sur la dernière étape. En mode ouais, t'es mon petit. Mais là, Remco est très très fort. Et je pense que oui, il peut le faire parce que. Ouais, franchement, il m'impressionne. En fait, il a montré comme un signe de faiblesse hein. Sur la seule étape où il y avait un petit peu un enchaînement quand même à l'arrivée au sommet là où il y a la grosse échappée où Lenny Martinez il vient prendre le maillot rouge. Là il lâche du temps hein. Il lâche 30 secondes mais il lâche du temps sur Vingegaard et Roglic qui partent. Mais il est encore devant, il avait déjà gagné du temps. Il avait gagné du temps donc il est encore devant. Oui, donc, il est encore devant mais il a montré un signe de faiblesse en montagne. Oui, mais il l'a dit après, j'étais dans une mauvaise journée. Dans une mauvaise journée, il perd que 30 secondes sur un duo Roglic-Vingegaard qui est en train de voler. Je trouve ça va, hein, parce que moi j'aimerais bien avoir ces mauvaises journées du coup. Hein. Ouais, d'ailleurs ils ont pris rapidement 30 secondes les deux cours de la Jumbo-Visma et derrière ils ont pas réussi à creuser et voire même Remco a récupéré un peu de temps donc ça veut dire qu'il a bien sauvé les meubles en effort curseur là, il a bien tamponné donc c'est je sais pas. Pour moi sincèrement, je pense que Remco il peut le faire parce que tu vois, on a vu l'erreur de Pogacar sur le Tour de France 2022, il suivait les attaques. Là, Remco, il suit pas les attaques. On l'a vu sur l'arrivée de la 8ème étape. On l'a vu, c'est Sepkus qui a attaqué. Il a pas suivi Sepkus. Il s'est mis au peu devant et il a ramené sur Sepkus. Et après, il a continué son effort et personne l'a attaqué quand il était à bloc tellement devant. fort qu'il peut se permettre de rouler. En fait, ouais, quand il est à bloc dans son effort, tu vois, comme un effort contre la montre, un effort de grimpeur, j'ai l'impression qu'il y a personne qui peut l'attaquer. Donc le jour où il y aura un mec qui l'aura attaqué alors qu'il est à bloc en train de courir devant, alors c'est très risqué parce qu'il prend le risque de se faire contrer. Mais pour l'instant, il y a personne qui peut le contrer quand il fait ça. Donc pour moi, s'il continue comme ça, Remco peut le faire. Ok, je te propose qu'on passe au deuxième point. Et quel point? C'est l'épopée de Lenny Martinez, troisième du général, maillot blanc, qui a porté 2 jours le maillot rouge.
Et du coup, franchement, il m'a impressionné et je le trouve. Il a la tête sur les épaules, il se bat pour chaque seconde. Et il a que 20 ans, il est rentré dans l'histoire en devenant le plus jeune porteur du maillot rouge de leader de la Vuelta. Je sais pas ce que t'en penses, Gros, mais je pense qu'il y a rien à dire, juste le rendre hommage. Lenny, félicitations, accroche-toi, continue comme ça. Et en plus, t'es un bon gars. Mec. Ça m'a mis les frissons. C'est incroyable. Je pense que la France entière a été touchée. La France entière était heureux pour lui. Et attention, ça va lui mettre une grosse pression maintenant parce qu'il va être attendu par tout le monde, tous les Français. Le peuple français attendait un coureur comme ça. Là, on l'a enfin. On a un mec, tu vois, on le compare. Tu vois, sur l'étape 8, il fait la guerre derrière, il est lâché, mais en gros, il est avec Heutebrooks et ils se font la guerre les deux. Il le fait le sprint au sommet, pour rien, juste pour lui faire le sprint, pour être devant Shane Heutebrooks, quoi, parce que c'est les deux du même. Shane Heutebrooks, il est nommé comme le futur grand grimpeur belge qui pourrait gagner potentiellement un grand tour dans de nombreuses années. C'est un peu le dans nouveau, quelques années. C'est un nouveau. nouveau. Non, c'est pas un Remco, c'est un nouveau coureur de grand tour. Bref, c'est un crack aussi. Donc, Lenny, sincèrement. Accroche-toi, continue, régale-toi, ouais, mais attends, amuse-toi. Pour toi, faut qu'il continue à prendre de l'expérience en jouant en général ou qu'il essaye. Oui, mais t'es troisième t'es troisième de la Volta, tu portes le maillot blanc. Bien sûr, faut que tu te battes tous les jours, faut que tu fasses tout. Une victoire d'étape, ça t'apportera jamais autant d'expérience de ce que tu vis parce que si t'en es là, mon gars, t'as les jambes pour faire plus dans quelques années. Ouais, alors pour toi, moi, je suis un peu d'accord avec toi, il faudrait qu'il s'accroche encore à ce classement général. Et le jour où il va mal récupérer, ou s'il prend un tir parce qu'il est jeune, il a jamais fait de course de plus de 8 jours. Donc le jour où il va prendre un tir. Genre il prend 20 minutes sur un jour, faut qu'il se relève complètement pour aller jouer les échappées. Ouais, carrément, d'accord. Allez. Je te propose qu'on passe au prochain point. J'ai marqué le point sur le bilan entre les favoris, mais on en a déjà pas mal parlé dans le premier point. En gros, j'ai noté que Remco était assez nerveux, mais qu'en même temps, il assurait, et on a déjà eu le débat. Pour nous, Remco peut gagner la Volta avec cette tactique de vas-y, de toute façon, quitte à que vous soyez 7, moi je vais rouler, de toute façon, qui même me suivent. En montagne, bien sûr, pas sur du plat. Roglic a prouvé qu'il était un peu mieux que Vingegaard sur cette première semaine, même si Vingegaard est encore très très mal placé et qu'il ne faut pas l'enterrer. Et Ayuso aussi, qui est haut niveau. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter c'est ce qu'on avait marqué, on en a déjà pas mal parlé. Mais je vais peut-être parler un peu de Mas. Mas, on n'en parle pas beaucoup, c'est vrai. Comme d'hab, dans l'ombre, ouais. Il a fait 3 ou 4 fois deuxième de la Volta, ce gars. Donc on n'en parle pas beaucoup, mais il est tout le temps là. Donc pour moi, il sera sur le podium final. Ok, podium final, donc grosse cote quand même. Devant Ayuso, ouais. Ah, ok, et devant Vingegaard aussi. Pour moi, Vingegaard, il y a une étape où il va perdre du temps, soit parce qu'il va se sacrifier pour Roglic en attaquant de loin et après il va se prendre un revers, soit parce qu'il va rouler pour Roglic. Okay. Prochain point, j'ai marqué, je voulais qu'on parle des sprints massifs. C'est vrai que le plateau pour les sprinters, des sprinters est un peu, on va pas se mentir, si Groves rafle tout, c'est que on n'a pas la crème de la graine, quoi. Attends, il est énorme, gros. Ouais, mais Groves, c'est pas Philipsen, c'est pas Pedersen, c'est pas. Arrête, non. Je te jure. Derrière, il termine devant Sébastien Molano. Il a combien de victoires, Molano? S'il y a une fois dans la saison, c'est cool. Grégoire, tu peux pas les comparer avec le plateau de sprinter. Mais non, j'ai pas dit que c'était un énorme plateau de sprinter, mais tu dis parce que Groves sera. Non, mais c'est un bon sprinter, c'est un très bon sprinter. Pour moi, ça fait partie du top 5 des meilleurs sprinters du monde, Groves. Actuellement? Ouais, là tu me demandes de donne-moi 5 sprinters, je vais te citer Pedersen, Philipsen, Pedersen, Jacobsen, Merlier et Groves. Merlier, c'est longtemps qu'on a pas entendu parler de Merlier, il vient quoi? Oui, il gagne quelques étapes par-ci par-là. Tu viens plus aux soirées, Merlier, non? D'ailleurs, tu sais que là j'ai vu, mais qu'aujourd'hui, en parlant des sprinters, il y a la Jumbo Visma qui va faire un doublé sur la première étape du Tour de Grande-Bretagne. Ah bah, Wout van Aert, moi je le mets devant Groves au sprint. C'est Olaf Koy qui a gagné. Donc Olaf Koy aussi, je le mets devant. Mais donc ton Groves est déjà relégué à la 7ème place. Loser. Là, tu sais plus quoi dire parce que tu sais que j'ai raison. Mais non, pour moi, Koy il est encore un peu tendre, il a 21 ans. Oui, il a 21 ans, mais tu les mets les deux à 1v1, tu prends la P-Max, je pense que Koy il le déglingue ton Groves. D'accord, mais depuis quand un sprint c'est que de la P-Max? Ouais, Groves. Attends, on n'est pas sur une salle de sport, on est pas sur Zwift. C'est quand même en placement. Mais un placement, Olaf Koy. Mais la meilleure demain t'as une étape plate. T'as Olaf Koy et Caden Groves. Tu mets qui favori? Il me ment pas, tu mets pas Caden Groves. Quoi? Ouais. Je mets Hugo Page. Ouais, c'est bon. Vous savez qu'il a tort. Il essaie de se défendre parce qu'il aime pas avoir tort. Il est pas dans le top 5 des sprinters mondiaux. J'aime bien Groves. Oui, mais moi aussi je l'aime bien, il est gentil, il est super sympa. Pour moi, c'est une super doubleur à Philipsen. Oui, voilà, ça permet d'aligner. Ouais, J'adore parce qu'il passe bien les. C'est un super remplaçant le mec, mais c'est le top 5 des remplaçants quoi. Tu verras quand il gagnera une grande classique. J'ai bien aimé cet exploit. Et vraiment, avant de passer à l'actu Full Gas avec un E, je voulais qu'on revienne sur l'exploit de Geoffrey Saupe et je voulais juste saluer encore une fois. Je pense qu'il n'y a rien à dire, on a déjà
parlé, l'exploit est fantastique, on a déjà parlé. Je En voulais parlant juste de te ça, dire, attends, je voulais juste te dire, félicitations Geoffrey Soupe, toi l'équipier de l'équipier modèle, le poisson pilote d'habitude, t'as réussi à gagner sa première victoire World Tour à plus de 33 ans, je crois, je sais pas quel âge il a exactement. Félicitations à toi, belle carrière, c'est bien tout récompensé. D'ailleurs, c'est Peter Sagan. Peter Sagan, il a fait un post Instagram pour féliciter Geoffrey et féliciter son travail qu'il lui a fait durant toutes les années totales. C'est le genre de mec, quand t'entends les autres professionnels parler de lui, d'ailleurs Fabien Doubé en interview, il pleure quand il parlait de ça. Genre limite c'est un mec qui donne tout le temps tout pour les autres, genre il a vraiment une mentalité. On l'a rencontré là début août, c'est un mec gentil comme tout, genre je pense dans la vie il est comme il est sur le vélo, genre il sacrifie pour les autres, et là bah, c'était son jour de gloire, il avait sa chance parce que Van Gestel il a été bloqué par une chute, et derrière bah, il le prend sa chance à plein temps. Et d'ailleurs juste une stat comme ça, parce pour revenir au débat d'avant, est-ce que Olaf Koy s'est déjà fait battre par Geoffrey Soupe? Caden Groves, oui. Bah voilà, donc il est pas dans le top 5. Quoi? Il est pas dans le top 5 des meilleurs sprinters alors. Mais attends, il s'est fait battre par la plus belle barbe du peloton, Ouais, mais ça c'est le classe pas dans le top 5. Vas-y, bon, tu vois, tu m'as saoulé, on passe à l'actu full gas avec un E. Et cette semaine, du coup, les amis, c'était la première édition du Tour de l'avenir féminin, le Tour de l'avenir avec un E. Et c'était une course, du coup, il y avait 5 étapes. Et au bout de ces 5 étapes, c'est une cyclocross woman qui s'est imposée. Shirin Van Anrooy, la championne du monde U23 de cyclocross, qui commence à se faire un petit palmarès quand même. Elle avait déjà fait 2 à la Volta à Burgos, je crois, en début de saison, derrière Demi Vollering. Donc ça en disait beaucoup. Elle a fait 3 de l'Amstel. Et là, bah, elle vient remporter le Tour de l'avenir féminin, le premier de l'histoire. Magnifique, elle vient remporter aussi en même temps la dernière étape. Et elle termine devant la Britannique Anna Shackley et la grimpeuse de poche de la Trek, Gaia Realini. Qui a remporté une étape. Elle aussi, oui, mais à noter qu'en fait, tous ces noms, c'est des noms qu'on voit pas mal au cours de la saison dans le peloton féminin. Je veux dire, même sur le Tour de France ou sur les grandes courses de la saison. Donc, je tiens à dire que voilà, ça fait du bien cette course pour les jeunes gazières, si je puis dire. Et du coup, bah, je trouve ça vraiment bien, et ça prouve que le cyclisme féminin dans quelques années, et bah, il va être très très costaud, et que pour l'avenir, et bah, on n'a pas de quoi se soucier. Je pense qu'on aura de plus en plus de spectacles, et que c'est vraiment, ça va niveler les niveaux. voilà, ça c'est va devenu niveler. un sport professionnel réellement, le cyclisme féminin, et que c'est trop cool de regarder, parce que limite là, quand je vois le palmarès de ce Tour de l'avenir féminin, bah les noms, T'as les Femme Empel, quasiment Femme autant Empel- que ceux des hommes, hein. On les connaît quasiment autant que ceux des hommes. Femme Van Empel, elle a gagné une étape aussi, elle a fait 3 d'un sprint aussi, et elle est championne du monde de cyclocross, mais pas U23, élite. Et d'ailleurs, petite dédicace à Marion Brunel pour la team Auvergne-Rhône-Alpes, qui vient faire 8 du classement général. Donc la région Auvergne-Rhône-Alpes a du talent, et ça fait plaisir quoi. Dans les années à suivre, il y a du beau monde à suivre. Marion Brunel, elle a 18 ans, c'est une 2004 pour vous Voilà, dire. bah c'est tombé, je vais parler des maillots distinctifs un peu. Shirin, donc elle remporte le général, mais elle remporte aussi le maillot de meilleure grimpeuse. Logique vu qu'elle vient de s'imposer au sommet sur la dernière étape. Femme Van Empel, comme tu dis, elle a gagné pas mal au sprint, elle a fait 3. Elle a fait 3 au sprint. Voilà, et donc elle vient remporter le classement par points, le maillot vert de meilleure sprinteuse. Et c'est la pépite allemande, je te laisse dire le nom, Grégoire. Jan Niedermayer, qui a longtemps porté le maillot jaune d'ailleurs, et qui a gagné le première étape, le contre-la-montre, et du coup c'est la meilleure jeune. Voilà, meilleure jeune qui vient comporter les moins de 20 ans. Donc voilà, félicitations à vous mesdames. Du côté des Françaises, Léa Curigné termine 14ème du général aussi. Ouais. La coureuse de la DSM, c'est ça. Donc voilà, nos Françaises sont placées, et on est vraiment contents. C'était une super édition, avec un niveau, j'ai trouvé, plutôt élevé, qui brille à la fois en World Tour et à la fois sur les courses jeunes. Donc j'ai hâte de voir j'ai hâte de les voir dans les futures années, parce que je pense que c'est des noms qu'on connaît quoi. Les filles ça. qui font ça, elles ont moins de 23 ans, mais c'est des noms qu'on connaît, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que la formation dans le cyclisme féminin a quand même bien progressé ces dernières années, et c'est très très cool de voir ça. Bon, Grégoire, je pense qu'on va conclure, mais avant de conclure, tu pars où toi cette semaine? Et ben la semaine prochaine, mardi, je pars tout simplement pour le Canada pour aller suivre les classiques de Québec et Montréal, les grands prix cyclistes. Et donc on va vous faire vivre ça dans un podcast inédit, en immersion dans la course, tout simplement dans les semaines qui vont arriver. Suivez ça aussi sur nos réseaux sociaux, LTDG Cycling. J'ai demandé comment on va faire, quel contenu tu vas faire un peu, est-ce qu'on pourra suivre un peu en direct comme on fait d'habitude sur la tête dans le guidon? Ouais, donc il y aura des animations story en direct sur la tête dans le guidon, donc sur le LTDG Cycling sur Instagram, avec des vidéos qui seront postées directement aussi sur TikTok si vous voulez suivre un peu sur les deux réseaux. Et bien sûr aussi vous pourrez suivre un vlog YouTube qu'on va essayer de réaliser pour la fin de septembre, début octobre, si on a le temps.
qui va regrouper du coup mon voyage au Canada avec les courses et aussi du coup un podcast inédit comme je l'ai déjà exprimé. Ça va être incroyable. Et c'est trop cool. Et moi, tu sais ce que je vais faire? Ouais, tu vas reprendre tes études. Ouais, moi je reprends les études. Et voilà, demain matin, je prends la voiture, je retourne à Lille. Bon, s'il y a des gaziers qui roulent un peu sur l'île, moi je serai chaud, pourquoi pas. Sinon, on fera du Zwift. Et voilà, je vais essayer de vous faire suivre la Vuelta avec Eurosport depuis Lille et préparer le podcast pour le retour de Grégoire pour qu'on loupe aucune information de cette belle course. J'ai envie de vous embrasser ce soir, donc je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ciao.